première intervention de la journée par Monsieur Charles Gadea pour la conférence Si intime et si publique, facettes sociologiques de l'identité professionnelle. Donc, Monsieur Charles Gadea, vous êtes professeur émérite de sociologie au laboratoire de l'IDES, du CNRS, et vous êtes donc sociologue spécialisé dans l'étude des groupes professionnels. Vous avez notamment travaillé sur les artisans, les agriculteurs, les professionnels de santé, les ingénieurs, les cadres, les travailleurs sociaux, les professionnels de la communication et les métiers de la vigne et du vin. Voilà, merci. Pas encore. Merci. Alors justement, j'ai travaillé sur beaucoup de métiers, mais pas les bibliothécaires. Donc je vous remercie de m'avoir invité et je suis content de pouvoir découvrir votre métier. J'ai souhaité d'ailleurs rester toute la journée pour en apprendre un peu plus sur vous. Donc voilà, je suis content d'être là. Évidemment, comme je n'ai pas travaillé sur les bibliothécaires, je ne vais pas me permettre de parler des bibliothécaires. Donc, ce que je vais faire, c'est vous donner des clés d'analyse de l'identité professionnelle en sociologie, dans la sociologie des groupes professionnels, en espérant que ça vous sera utile, que vous pourrez vous les approprier et en faire bon usage pour votre compte personnel. Et puis, pour expliquer le titre et pour aller directement dans le sujet, je dirais que je vais me livrer à une sorte d'exercice de balançoire. Je vais balancer, je vais faire un mouvement de balancier entre la dimension intime de l'identité et la dimension collective, parce que quand on dit identité professionnelle, c'est ce qui est commun à toutes les personnes qui exercent le même métier, donc c'est quelque chose qui est très partagé. Et donc il va y avoir tout au long de l'intervention, en filigrane, cette dimension de va-et-vient entre la dimension personnelle, intérieure, intime, et la dimension collective. Vous la verrez parfois affleurer, parfois elle sera sous-jacente, mais vous verrez qu'elle est continue. Donc, sur ce, j'y vais. Premier point que je vais aborder, c'est le caractère positionnel de l'identité professionnelle. Elle est liée à une position qu'on occupe, parce que la profession qu'on exerce nous positionne dans toute une série de catégories, de hiérarchies, d'organisations. Donc, c'est le point de départ. Ensuite, on va voir quelle est donc la forme d'existence d'un être collectif. Elle nous plonge dans un être collectif et donc il faut avoir ça à l'esprit aussi. Et ça nous renvoie vers les cultures professionnelles. L'identité, c'est les cultures professionnelles qu'on intériorise, qu'on acquiert, qu'on met en œuvre, qu'on valorise, qu'on expérimente. Et puis, ça renvoie aussi vers la question de la manière dont on acquiert cette culture professionnelle, dont on devient professionnel par une sorte de conversion, de changement d'identité. On n'est plus profane, on devient un professionnel et c'est ce qu'on appelle la socialisation professionnelle. C'est loin d'être juste une formation, acquisition de savoir, c'est vraiment une transformation de soi. Et le dernier point, c'est que l'identité professionnelle, c'est un jeu de tension. Donc ça peut être confronté à des crises, des moments de difficultés particulières, mais en son état normal, en quelque sorte, elle est quand même un jeu toujours, un jeu de tension, d'ajustement, une construction, un processus. Et c'est le quatrième point sur lequel je vais venir. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long et d'aller à l'essentiel, de ne pas me perdre dans les détails des démonstrations, mais dire que l'identité est positionnelle. Donc, ça veut dire que ça dépend de la position qu'on occupe dans une organisation, dans l'organisation du travail, dans un collectif de travail, donc un ensemble hiérarchisé dans l'entreprise, dans l'organisation, dans le ministère, dans la fonction publique, dans la société qui est structurée elle-même par les positions et catégories socioprofessionnelles. C'est comme ça qu'on décrit les mondes sociaux et que l'INSEE décrit le monde social par un jeu d'opposition entre des catégories, des groupes socioprofessionnels, selon qu'ils sont indépendants ou salariés, selon qu'ils sont plus ou moins qualifiés, selon qu'ils sont dans le public, dans le privé. Donc ce jeu d'opposition est structurant et définit des positions. Et les relations entre les positions produisent en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler le système social, la société. Vous avez là un schéma tout à fait classique que vous avez sans doute déjà vu, c'est l'espace social selon Bourdieu. Et pour aller à l'essentiel, ce qui compte, c'est que oppositions dans lesquelles on voit les catégories professionnelles, les métiers, correspondent des dispositions.
Donc, une position, ce n'est pas neutre. C'est une position dans un jeu de relations, des positions par rapport les unes aux autres, mais c'est aussi un jeu de positions dans des distributions. Alors, les bourdieusiens diraient d'espèces de capital, capital économique, un capital culturel, mais aussi du fait des distributions de probabilités de pratiques culturelles, parce que les positions, par exemple, dans les qualifications, vont déterminer des positions dans la hiérarchie des rémunérations, des pouvoirs d'achat, et ce pouvoir d'achat va s'exprimer sous forme de pratiques de consommation dans lesquelles on fait une expression de soi, et des pratiques culturelles notamment, et des pratiques de loisirs. Et donc les positions des professions s'opposent, se ressemblent les unes aux autres, en fonction aussi des dispositions. Il n'y a pas que la position structurelle, il y a les dispositions qui vont avec. Bon, donc ce serait long de détailler tout ça, mais retenez qu'il y a un lien entre les positions et les dispositions. Ce qu'on est plus disposé à faire, ce qu'on a plus de probabilité à faire selon la position qu'on occupe. Ce n'est pas seulement positionnel, mais multipositionnel. C'est-à-dire que la position dans un métier est souvent liée à d'autres positions. Par exemple, dans la famille, il y a des métiers qu'on fait de père en fils, donc c'est une position généalogique, on pourrait dire aussi. Il y a des positions dans des hiérarchies symboliques. Il y a des réputations. Chez les ingénieurs, la réputation de l'école dont on est diplômé, c'est quelque chose de très important. Il y a des luttes, des rivalités entre les écoles pour la position dans le concours. C'est des choses très importantes symboliquement pour les ingénieurs. Il y a des hiérarchies selon les lieux d'origine, selon les lieux d'exercice. Il y a des hauts lieux, je suppose que dans votre métier aussi. Il y a des grandes bibliothèques prestigieuses, d'autres qui le sont moins. Donc voilà, il y a beaucoup de positions dans une position professionnelle, c'est une multitude de positions aussi, et ça peut se combiner avec d'autres positions, d'autres hiérarchies positionnelles qui ne sont pas professionnelles, parce que il faut se dire que les groupes professionnels sont des formes de lien social. C'est le lien social qui réunit les gens qui occupent la même position dans la division du travail, qui font les mêmes métiers, les mêmes tâches, mais ce lien social peut s'articuler avec d'autres liens sociaux, par exemple le lien religieux. Donc on a les castes dans l'Inde traditionnelle qui sont à la fois une position dans la hiérarchie symbolique, rituelle, religieuse des castes, et qui sont des castes d'activités, de métiers. Il y a une activité attribuée selon la caste à laquelle on appartient. Donc voilà, la position est multipositionnelle au sens professionnel, mais aussi au sens extérieur, au monde professionnel, où on occupe aussi d'autres positions en lien avec sa position professionnelle. Je pense que jusque-là, j'imagine que ça vous paraît relativement clair. On peut ajouter que cette identité positionnelle a une double face. Elle est assignée, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Vous êtes là dans cette position, et pour les autres, ça va vouloir dire un certain nombre de choses qui vont s'attendre à trouver de votre part. Ils vont avoir des comportements envers vous en fonction de la position que vous occupez. Ils vont vous demander des renseignements, ils vont vous traiter avec déférence, ou au contraire, ils vont vous donner des ordres s'ils pensent que vous êtes dans une position domestique, une position de service. Donc ça détermine les comportements d'autrui envers vous, donc des choses qui vont avec le statut de la position. Et puis, il y a d'autres choses qui ne sont pas assignées, qui sont, on peut dire, plus personnelles, parce que ça n'est pas subi passivement. Cette position est investie subjectivement. On lui donne une signification. On s'y sent bien, c'est ce qu'on souhaitait, ou bien on s'y sent mal, on a envie d'en partir. On l'investit de différentes manières, mais surtout, ça donne lieu à des stratégies. Une position, ça veut dire qu'on peut changer de position. Donc, il y a des stratégies de mobilité. On peut vouloir s'élever dans la hiérarchie professionnelle, on peut vouloir changer de poste, on peut vouloir aller plus loin dans le métier. Donc, il y a des stratégies de mobilité, et puis il y a des stratégies, notamment, qui sont basées sur la simulation ou la dissimulation de signes d'appartenance. Par exemple, votre carte de visite, c'est la production de signes d'appartenance. Vous allez soigneusement peser ce que vous allez dire de vous et comment vous allez présenter l'organisation dans laquelle vous travaillez. Donc, vous donnez des signes d'appartenance, mais vous allez réfléchir à ce que vous montrez
et à ce que vous ne montrez pas, hein, et donc à ce que vous allez peut-être dissimuler. Et parfois, donc, il y a des gens qui simulent des choses qui ne sont pas, se font passer pour ce qui ne sont pas tout à fait, ou ils exagèrent un peu. Finalement, c'est toute la stratégie quand vous faites un CV, hein, comment vous allez en dire le maximum ou suggérer des choses qui vont vous valoriser. Donc, vous allez un peu simuler, pas trop, parce qu'il ne faut pas aller jusqu'à mentir, mais bon, c'est un jeu comme ça de simulation et dissimulation de signes d'appartenance ou de dissimulation de stigmates. On va éviter tout ce qui peut faire mauvais effet. Donc, ce n'est pas neutre du tout, c'est investi, ça a des significations. Et on retrouve notamment des enquêtes comme celle de Kramars qui avait montré que rien que répondre à un questionnaire, ça signifie des choses pour les personnes qui répondent. Et on ne répond pas de la même façon à un questionnaire postal, hein, qu'on reçoit, qu'on remplit soi-même, qu'on renvoie par la poste, qu'à un questionnaire qui est administré par un enquêteur, parce que quand vous êtes face à un enquêteur, l'enquêteur va coder, va vous poser des questions complémentaires pour savoir si vous êtes vraiment cadre aussi. Vous êtes assimilé cadre, mais ce n'est pas exactement pareil. Et donc, on va trouver par exemple des variations statistiques à niveau égal sur le nombre de cadres qu'on va trouver, hein, selon que c'est les gens qui déclarent tout seuls ou bien que c'est l'enquêteur qui va vous coder. Ça veut dire que ce n'est pas neutre, hein, de déclarer la profession. On a aussi des enquêtes du même genre sur la profession des parents, hein, quand les enfants remplissent à l'école les fiches, ben, on a des résultats qui ne correspondent pas à ce qu'un statisticien de l'INSEE aurait trouvé comme résultat. Donc voilà, l'identité professionnelle, elle n'est pas unique, elle est multiple. Elle renvoie à beaucoup de positions. Elle renvoie à un personnage qui nous est assigné selon la position qu'on occupe. Et puisqu'il y a un personnage qui nous est assigné, elle a un caractère dramaturgique, au sens de drama, qui veut dire spectacle. Ça ne veut pas dire que c'est dramatique, tragique. Ça veut dire que c'est un spectacle. Une position, c'est l'image qu'on va donner à voir aux autres. Et c'est un rôle qu'on a à jouer, hein, dans un ensemble, dans un collectif, qui est un peu analogue à une pièce de théâtre. Donc, jouer le personnage, c'est être le professionnel. Faire son métier, c'est incarner le personnage du professionnel qu'on voudrait être. Mais ça ne veut pas dire que c'est une simulation, là encore. Ce n'est pas juste faire semblant. On s'engage, hein, on est émotionnellement engagé dans le personnage qu'on va jouer. Il y a des grands moments, les moments d'examen, le moment de l'entretien d'embauche, le moment où on va débarquer pour la première fois avec les collègues, hein, comment ça va se passer. Tout ça est chargé d'émotions. Donc, c'est à la fois jouer un personnage, être un peu distancié par rapport au personnage et en même temps être impliqué, hein, dans le fait on joue le personnage parce que ça a des enjeux. On joue la face, hein, on va jouer la face, on va être validé ou pas par les collègues, on va s'en sortir bien ou bien on va perdre la face, hein, ça va mal se passer. Donc, il y a des enjeux personnels aussi dans ce fait de s'engager dans la relation, dans on pourrait dire le théâtre professionnel, dans la scène professionnelle. Et l'autre point donc important, c'est que c'est un être collectif dans lequel on va rentrer. Le personnage existait avant nous, hein, on ne l'invente pas à chaque fois. Il existait des gens qui ont forgé le métier, qui lui ont donné ses premières caractéristiques. Et donc, il faut s'interroger sur ce qui fait l'identité collective. Et le premier point sur lequel je vais passer rapidement, c'est le fait que cette identité collective, elle est fondée sur des savoirs, d'abord. C'est le fait qu'on possède des savoirs communs, partagés, qui font qu'on se sent quelque chose de commun. C'est parce qu'on a ces savoirs qui signifie qu'on a des manières de concevoir, de traiter certains problèmes qui sont communes. Ces savoirs vont déterminer ce qu'on appelle le mandat. Le mandat, c'est le fait que les professionnels revendiquent qui sont les mieux placés pour dire ce qu'il convient de faire dans certains domaines d'intervention. Revendiquer un mandat, c'est dire on a des savoirs, on est mieux formé que les autres, on sait mieux traiter ces questions-là, et donc on revendique une forme d'autorité et de liberté d'action sur un domaine particulier. Hein, c'est ça un mandat professionnel, au sens en tout cas de Hughes. Et donc ces savoirs, quand ils sont reconnus comme légitimes, éventuellement ils sont certifiés. Dans le modèle anglo-américain, c'est la profession qui est très autonome, qui certifie ses membres, qui donne même des titres. En France, on est très étatiste, hein, très bureaucrate. C'est l'État, hein, qui donne les titres, les diplômes, qui certifie. Mais en tout cas, c'est le collectif
certifie, autorise les membres à exercer. Et au nom de ces savoirs, quand ils sont reconnus comme légitimes, ils revendiquent ce qu'on appelle la licence, c'est-à-dire license en anglais, encore une fois, c'est une permission, hein, un droit d'exercer, de faire ce qui n'est pas permis à tout le monde. Bon, il est clair que tout le monde n'a pas le droit d'endormir les autres, de les coucher sur une table, et de leur ouvrir le ventre et d'enlever des morceaux. Hein, ça s'appelle des chirurgiens. Et si vous n'êtes pas chirurgien, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, comme ça, on peut toujours s'interroger sur quelle est la licence d'une profession donnée, d'un métier. Hein, chaque métier peut revendiquer au nom de ses savoirs une licence particulière. Et donc, ce droit d'exercer peut être assorti de plus ou moins de privilèges, hein, des monopoles d'exercice, des monopoles de titres, des protections qui sont toujours justifiés par ces savoirs. Et donc, ça contribue à spécifier le groupe, à tracer des frontières, à faire une différence avec ceux qui n'en font pas partie, et donc à définir son identité, hein, être dedans ou dehors. Et donc, c'est la base cognitive de la conscience collective, hein, le fait qu'on va partager ce sentiment de faire partie d'un collectif dans lequel on n'est pas pareil que les profanes. On est des initiés, on est passé par les étapes, hein, de l'initiation. On a les mêmes façons de voir et de comprendre les choses. On a souvent le même langage, hein, le jargon professionnel que les autres ne comprennent pas. On fait souvent les mêmes tâches. On obéit aux mêmes règles, on a des intérêts communs. On a agi collectivement pour défendre ses intérêts communs. Donc, si on a lutté ensemble, on se sent un peu frère, en quelque sorte, un camarade. Ça crée des liens, hein, de solidarité d'intérêt, solidarité dans l'action. Et donc, ça donne ce sentiment aussi qui est propre au groupe professionnel, c'est la confraternité. Donc, une fraternité de pairs, une fraternité de professionnels, hein, bien spécifique au monde professionnel. Et donc, ces savoirs qui sont la base, hein, de l'identité collective, de la conscience collective, de la culture collective, ce n'est pas seulement des connaissances, c'est des principes de jugement, hein, des jugements sur ce qui est important. Hein. Ce n'est pas seulement les connaissances, mais pouvoir distinguer ce qui, dans les phénomènes qu'on traite, a de l'importance et ce qui n'en a pas. Tout n'est pas à mettre à plat sur le même plan. Des principes de jugement sur les façons de mettre en œuvre les savoirs. Hein. Il n'y a qu'un professionnel pour reconnaître un autre professionnel, hein, pour savoir si le geste professionnel a vraiment été bien fait. Il n'y a qu'un professionnel qui ne sera pas trompé par des apparences, par de l'esbrouf. Hein, donc, c'est le professionnel qui reconnaîtra la patte d'un professionnel, un peu comme l'expert artistique, hein, l'expert en tableau qui va authentifier un tableau parce qu'il va reconnaître la patte du peintre en question. Donc, le professionnel, c'est aussi, hein, quelqu'un qui a des principes de jugement et pas seulement des connaissances scolaires en quelque sorte. C'est des savoirs sociaux, c'est comment agir. L'enseignant doit savoir comment tenir sa classe, hein, comment gérer la discipline et pas seulement les contenus des matières, de la discipline qu'il enseigne. Hein, c'est le rapport d'autorité avec les élèves qu'il doit maintenir. Donc il y a des savoirs sociaux, hein, dans les savoirs professionnels. Il y a des savoirs moraux, des règles de morale qu'il doit respecter, mais qu'il doit connaître d'abord, qui permettent d'afficher la moralité, la respectabilité collective du groupe professionnel et individuellement pour chacun de ses membres de prétendre s'en prévaloir, hein, et donc prétendre à la morale collective parce qu'on est membre de ce collectif qui justement a cette haute moralité puisqu'il est exigeant. Hein, il n'exige pas seulement qu'on respecte la loi comme tout le monde, mais qu'en plus de la loi, on respecte le code déontologique, hein, qui a des prescriptions beaucoup plus exigeantes, plus difficiles que juste ne pas enfreindre les lois. Et donc, cet ensemble de savoirs définit l'autonomie. Hein, il permet de constituer l'autonomie du groupe professionnel parce que c'est lui-même qui élabore ces savoirs, qui les valide, qui les légitime. Et donc, ce qu'on appelle le professionnalisme, hein, la qualité des professionnels dans la littérature anglo-américaine, c'est d'abord basé sur l'autonomie parce que le professionnel est un personnage social particulier qui a cette faculté d'obéir aux règles du métier. Et même, on pourrait dire, de n'obéir qu'aux règles du métier. C'est-à-dire qu'il est capable de ne pas obéir aux règles du marché, parce que s'il ne fait que vendre
s'il fait tout ce qu'on lui demande parce qu'il y a une clientèle, il ne respectera plus les règles du métier. À un moment donné, la clientèle peut lui demander des choses qui ne sont pas de la qualité, qui ne sont pas conformes au métier. Donc, il échappe aux règles du marché, en principe, et il échappe aux règles managériales, à la logique managériale, aux ordres des employeurs, parce qu'il obéit à sa morale professionnelle, à sa déontologie. Et donc, en principe, cette déontologie va jusqu'à pouvoir s'opposer aux ordres du supérieur. Même dans la fonction publique, le professionnel au sens fort, c'est quelqu'un dont l'autonomie est si grande qu'il ne respecte que les règles du métier. Il n'est tenu qu'aux règles du métier et non pas aux ordres qu'on lui donne. Donc c'est quelque chose de très particulier et de très fort, cette autonomie. Et elle s'exprime à travers la culture professionnelle qui a deux grands volets, on pourrait dire. Un volet qui relève de l'éthos professionnel. L'éthos, c'est des façons d'agir, de ressentir, on pourrait dire d'expérimenter le monde. Et donc, je saute un peu les détails, c'est des postures, des gestes, des expériences corporelles. Le métier nous plonge dans une expérience corporelle, sensorimotrice particulière, mais c'est aussi ce que j'appelle un habitacle existentiel, parce que c'est une façon d'être dans le monde, dans la nature. Si vous êtes mineur au fond d'une galerie, c'est pas pareil que si vous êtes gardien d'un parc naturel, ou bien si vous êtes chercheur dans un laboratoire de chimie ultra clean, ultra aseptisé, ou bien si vous êtes dans un bureau gris et anonyme, comme beaucoup de gens. Mais même si c'est anonyme et gris, c'est aussi un habitacle existentiel. L'expérience de la grisaille, c'est une expérience existentielle, elle aussi. Donc, le métier nous plonge dans un rapport au monde, un rapport au temps. Si vous êtes marin, vous allez avoir des temporalités qui ne sont pas les mêmes que les gens qui sont à terre. Donc, il y a des structurations de la vie, du mode de vie tout entier, du rapport à l'existence qui sont liées au métier. Il y a la question de la tenue de travail qui pourrait être développée, ce sentiment qu'ont les professionnels. Le chef, par exemple, quand il met sa toque et son tablier, il devient quelqu'un d'autre. Il revêt son identité de professionnel. Et donc, il y a ce rapport profond à l'identité qui est même lié à des choses telles que les vêtements qu'on porte pour le travail, les outils qu'on manipule. Et donc, ça, c'est le côté ethos. Et puis, il y a le côté éthique, comme je disais tout à l'heure, c'est des règles de morale spécifiquement. C'est le comportement en tant que valeur morale, référence à des valeurs morales, avec cette nuance que les valeurs professionnelles sont souvent décalées, différentes, plus ou moins à des degrés divers, de la morale générale de la société. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous comprenez que les médecins ont un rapport à l'intégrité corporelle ou à la nudité, à la pudeur, qui est différent des autres membres de la société, que les soldats ont un rapport à la violence qui n'est pas le même que dans le reste de la société. Et donc, voilà, il y a dans chaque métier une espèce de modulation des règles de morale. Mais en tout cas, il y a une morale aussi. Et ça concerne fortement l'identité, non seulement parce que ça concerne des règles de conduite pour les professionnels, mais aussi parce que ça contient les comportements, c'est-à-dire ça contient les déviances, ça empêche les déviances trop grandes, et ça maintient tout le monde dans une espèce de canal d'action, puisqu'il y a potentiellement des sanctions pour les déviances par rapport au code éthique. Donc, ça fait des dimensions de l'identité professionnelle qui sont à la fois très intimes, comme on disait tout à l'heure, et très partagée, très collective. Et donc, comme dit le psychologue Yves Clos, le métier est personnel, mais il est aussi impersonnel. Le gendarme applique le règlement de façon impersonnelle, mais il est aussi interpersonnel. Il règle des relations entre des personnes et il est transpersonnel parce qu'il se transmet d'une personne à une autre. Il voyage à travers les personnes et les générations, notamment avec la socialisation professionnelle. Donc tout ça forme une culture professionnelle qui s'exprime, se déploie dans beaucoup de scènes. Alors, bon, j'en fais pas le tour complet parce que ça serait infini et un peu inutile, mais bon, ça se passe dans ce qu'on appelle le workplace, le lieu de travail, là où on travaille avec des collègues, où on va donc exprimer sa culture professionnelle, son identité face aux collègues, aux usagers, aux clients, aux médias. On va endosser justement ce rôle
dans le drame social du travail, c'est-à-dire dans cette représentation qu'on joue avec les autres, hein, dans laquelle on s'implique tout en se distanciant parce que le professionnel est quelqu'un, alors j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais vous l'avez sans doute perçu, il y a un côté aussi réglage émotionnel, hein, dans le travail professionnel, donc il n'est pas tout à fait de l'éthos et qui n'est pas uniquement de l'éthique, c'est-à-dire qu'on attend une forme, un type de climat émotionnel de la part des professionnels propre à chaque métier. On attend d'une hôtesse d'accueil qu'elle soit souriante, disponible, même si elle est furieuse contre le patron, qu'elle a été maltraitée, elle doit rester souriante et donner cette impression d'être tout à fait calme et disponible. L'hôtesse d'accueil, même si elle n'en peut plus, qu'elle est en décalage horaire, qu'elle est complètement claquée, bah, elle doit être souriante, en forme, disponible pour les usagers, les clients. On attend du juge qu'il soit impassible, qu'il ne manifeste pas d'émotion, qu'il ne se mette pas à faire de l'humour. Donc voilà, il y a des réglages émotionnels associés aux divers métiers et donc il y a des prescriptions qui font faire un travail émotionnel. Donc voilà, dans l'identité professionnelle, il y a ce rapport entre le professionnel et le profane qui est complexe parce que d'un côté, le professionnel doit se contrôler, hein, faire ce travail émotionnel, et de l'autre, je vous disais, il est impliqué émotionnellement, hein, il n'est pas distancié. Alors, par exemple, le profane, quand il va voir le professionnel, est souvent paniqué parce qu'il est confronté à un problème qui pour lui est grave, dramatique, exceptionnel, et il veut que ça soit résolu le plus vite possible. Alors que le professionnel, pour lui, c'est la routine, donc il prend ça avec beaucoup de distance. Donc il y a un décalage entre le professionnel et le profane, mais ça ne veut pas dire que le professionnel est quelqu'un qui est blindé, qui n'a jamais d'émotion. C'est le contraire, hein. Le professionnel est engagé lui aussi émotionnellement dans la situation, mais il a une espèce d'obligation, hein, de travail émotionnel spécifique. Bon, parmi les scènes, il y a le langage, bien sûr. Je passe sur les détails, mais il y a un élément propre, original du langage professionnel, c'est qu'il a un caractère illocutoire. C'est-à-dire que les professionnels sont des gens qui peuvent faire advenir une réalité par le simple fait qu'ils l'énoncent. Ils prononcent une phrase et ce qu'ils disent devient une réalité. Le juge dit « je vous condamne », bah, vous êtes condamné, vous partez en prison aussitôt. Le jury dit vous êtes admis, eh ben, vous êtes admis, vous passez dans l'année d'après, vous avez le droit de conduire la voiture. Hein, ça crée une réalité parce qu'on le dit. Hein, et donc c'est une espèce de privilège des professionnels de pouvoir énoncer ces formules illocutoires qui font advenir ce qu'elles énoncent. Donc, bon, on pourrait passer sur le rôle des organisations qui conservent, qui protègent l'identité, les représentants, les porte-paroles qu'on élit, qui sont un peu l'incarnation ou qui en tout cas font parler l'image du professionnel authentique, celui dans lequel les autres se reconnaissent et donc s'identifient. Et donc, ils entretiennent l'identité. Il y a les manifestations publiques. Autrefois, c'était les cérémonies et les processions religieuses où toutes les corporations défilaient, hein, à l'occasion des fêtes religieuses. Et donc, vous avez là l'Omegang à Bruxelles, une grande cérémonie dans laquelle toutes les corporations défilent avec, vous voyez là le grossissement de la corporation des meuniers qui portent au bout d'un bâton un moulin. Hein, donc, chacune porte comme ça un emblème de son métier, donc affiche son identité, hein, sur la place publique. Et donc, d'ailleurs, c'est de là que vient le bâtonnier. Hein, chez les avocats, c'était celui qui portait le bâton avec la statue de Saint-Yves pendant les processions. Donc, la manifestation publique de l'identité, hein, on crie sur les toits qui on est, on montre à la face de tous qui on est et pour qui, ce pourquoi on ne veut pas être pris, c'est-à-dire ce qu'on ne veut pas être et ce qu'on ne veut pas que les autres croient qu'on est. Et donc, c'est aussi dans les revendications, dans les manifestations qu'on affiche l'identité, soit en négatif, on ne veut pas être pris pour, et donc les pions ne veulent pas être pris pour des pions, les surveillants, ils affichent des pions pour dire on n'est pas des pions, les surveillants d'externat. Dans la manifestation, les magistrats manifestent avec leurs costumes, hein, leurs robes, les greffières avec leurs robes, les pharmaciens avec leur croix verte. Donc, on affiche son identité, des symboles de son identité pour dire qui on est et ce qu'on entend faire respecter, hein, de ce qu'on pense qu'on est soi-même. Voilà.
Et puis, il y a les situations de rassemblement, les congrès, qui sont des célébrations de l'identité collective. Oui, pardon. Les congrès, les rassemblements, où on met en avant l'identité collective sous beaucoup de formes. Alors, il y a des formes émotionnelles, notamment il y a ce qu'on appelle le mana, hein, dans la sociologie des religions, c'est ce sentiment de fusion dans un corps collectif, dans un être collectif, qui crée souvent des émotions très fortes, hein, un enthousiasme très grand. Donc, on le retrouve aussi bien sous d'autres formes dans les matchs de foot où tout le monde va hurler en même temps et il va être ému par le fait qu'on hurle tous, hein, en quelque sorte. Ça rend accro les supporters. Donc, c'est aussi les fans de groupes de rock, hein, qui vont fusionner dans le culte de leur idole. Mais l'origine, c'est religieux, hein, le sentiment de se fondre dans un corps, le sentiment de communion, hein, des âmes dans un principe, euh, dans le cas qui peut être religieux ou politique ou musical, artistique, etc. Donc le sentiment de fusion, hein, de soi dans le corps collectif, dans l'être collectif, qui est très intensément vécu. Ça peut être aussi le côté interactionnel des rassemblements qui entretient l'identité parce qu'on se reconnaît mutuellement comme membre, un pair, membre du corps professionnel. Et donc ça s'exprime par ces liens formels et informels. On prend des pots, hein, il y a des moments de pause dans les congrès, des moments de discussion, il y a les échanges in et off, il y a les moments où on va au resto le soir du congrès, on retrouve des copains d'autres villes qu'on revoit qu'à l'occasion des congrès, on entretient des liens, il y a des moments festifs. Dans tout ça, donc, l'identité collective s'exprime, hein, et s'entretient. Et puis, il y a des aspects institutionnels. On consacre les représentants, hein, ils apparaissent sur scène, on les valide, on les reconnaît comme tels. On a des débats, parfois des prises de bec, des prises de position. Et donc, on se définit en prenant position, on se définit à l'intérieur de la profession, dans ses tendances, dans ses diverses sensibilités, et on se définit aussi par rapport à des rapports externes. Hein, on définit des positions collectives qui vont guider l'action collective, donc qui vont engager collectivement, hein, ils vont orienter l'être collectif dans des formes d'action. Et donc, cette identité se transmet à travers la socialisation professionnelle, qui n'est pas simplement donc un apprentissage de savoir, hein, et donner la preuve qu'on a appris dans un examen. C'est une construction qui engage encore une fois l'intimité, notamment à travers le discours de la vocation, hein, donc quelque chose de très intime, mais qu'en réalité, il faut comprendre sociologiquement comme très collectif, parce que la vocation, elle est le résultat de beaucoup de sollicitations, de soutien, d'encouragement, de découragement, de persuasion, de dissuasion. Et donc, en fait, c'est très loin d'être un parcours solitaire intérieur, une voix intérieure qui vous a toujours dit, hein, que vous êtes voué à, hein, comme c'était l'appel de Dieu, calling, ça veut dire ça en anglais. Hein, la vocation, c'est l'appel intérieur, la voix intérieure qui vous dit quelle voie vous devez suivre. C'était aussi le Beruf, en allemand. Beruf, c'est la profession et la vocation en même temps, mais ça avait une signification très religieuse. Dans l'éthique protestante, c'est ce que vous êtes appelé à faire, ce que Dieu veut que vous fassiez. Et donc, il faut bien vous sonder pour ne pas vous tromper, hein, pour savoir au fond de vous-même ce que Dieu vous dit que vous devez faire. Donc, c'est quelque chose qui apparaît comme très intime, mais qui en réalité est très construit sociologiquement. Il y a un très beau texte de Charles Suot sur la vocation religieuse chez les petits paysans en Bretagne, hein, qui explique comment les cadets des familles paysannes sont fortement incités à se demander, hein, s'ils n'entendent pas une voix intérieure qui leur dit qu'il faut qu'ils deviennent prêtres, parce que ça fait une bouche de moins à nourrir pour la famille, parce qu'être prêtre, finalement, c'est tout à fait honorable, hein, dans la Bretagne des années 30 et 50, et que ben voilà, ça tombe très bien pour la famille. Et donc, il y a tout un tas de jeux d'intérêts et de logiques qui font qu'on a intérêt à ce que l'enfant ressente la vocation. Et on va vraiment l'inciter à se demander s'il la ressent pas. Donc, la vocation, ce n'est pas seulement intérieur et personnel. Et puis, il y a la socialisation, le temps de la formation, dans laquelle on apprend justement à jouer le rôle. On se plonge dans les stages en situation professionnelle. On est confronté à des modèles professionnels potentiels et on apprend, on se dit, j'aimerais devenir comme cette personne que j'ai vue en stage, qui m'a beaucoup
pardon, qui m'a beaucoup impressionné, ou bien au contraire, je ne veux surtout pas devenir comme un tel qui est odieux. Euh, on a des moments de socialisation, donc par identification, par répulsion, de en relation avec des personnages. Et on a aussi, de façon générale, une transformation de soi. On va passer de stéréotypes profanes sur la profession. Hein, on a choisi une profession en fonction d'une image extérieure, forcément, puisqu'on n'était pas dedans. Hein, donc, ça faisait une représentation profane. Et puis, quand on commence à être dedans, quand on est en formation, on découvre autre chose, une autre réalité que souvent les formateurs s'emploient à nous inculquer et donc à corriger nos images fausses. Hein, et donc, on est souvent dans une espèce de contradiction entre l'image intérieure qu'on avait, l'image profane, fausse, et l'image que les formateurs veulent qu'on se fasse, hein, de ce qu'est la profession. Et ça se fait souvent dans la douleur. Il y a des renoncements, il y a des gens qui abandonnent parce qu'ils s'aperçoivent que ce n'était pas ce qu'ils croyaient. Hein, ils n'étaient pas faits pour ça, hein, contrairement à ce qu'ils avaient pu s'imaginer. Donc, il y a toute une série d'étapes, mais qui consistent finalement à devenir quelqu'un d'autre, parce qu'on n'est plus le profane qu'on était au départ, hein, on devient quelqu'un qui a été initié professionnellement et a introduit, inclus dans son identité professionnelle. Ces transactions, enfin, cette identité qu'on a intériorisée, elle n'est pas acquise une fois pour toutes, hein, et elle ne va pas, on pourrait dire, sans drame, sans situation de crise, sans moment de difficulté, parce qu'il y a des tas de facteurs qui peuvent amener à ce que, au plan collectif, l'identité soit menacée ou en tout cas menée à se transformer, soit parce qu'on perd le contrôle du mandat. Hein, on avait une position relativement protégée et puis il y a des changements. Il y a l'entrée dans l'Union européenne qui fait qu'il y a des professions qui ont perdu le monopole qu'elles avaient. C'est arrivé pour les huissiers, pas les huissiers, les commissaires-priseurs, hein, qui avaient un monopole, qui ne l'ont plus. C'est arrivé pour les inséminateurs bovins qui allaient inséminer dans les campagnes. Ils avaient un monopole, ben, ils l'ont perdu. Donc, il y a comme ça des aléas, hein, de juridiction, hein, parce qu'il y a aussi des adversaires, hein, des gens qui veulent vous piquer votre territoire, hein, qui veulent empiéter sur votre territoire. Parfois, carrément, il y a des prédations. Les herboristes, par exemple, ont été éliminés par les pharmaciens en 1941. Ils ont fait voter une loi et du coup, on ne pouvait plus ouvrir d'officine d'herboristes. Donc, il y a des rapports entre les groupes professionnels qui peuvent être très durs. Hein, il y a des aléas où on peut jusqu'à disparaître, on peut aller jusqu'à disparaître entièrement. Et puis, on peut avoir simplement des évolutions de l'état de l'art, des connaissances qui font que les connaissances deviennent obsolètes. Il faut les réactualiser. Il peut y avoir un autre groupe professionnel qui a des connaissances qui sont plus performantes et donc on risque de perdre le mandat qu'on avait. Il y a des risques de dispersion des tâches liées au management, des refus ou des empêchements de la professionnalisation, l'éclatement des prescriptions, parfois trop de bureaucratisation, trop de règles qui empêchent les professionnels d'exprimer leur identité, justement. Il y a des injonctions qui peuvent être contraires à l'éthique professionnelle, à la qualité du travail. Il peut y avoir des horaires qui font qu'on ne peut pas travailler correctement et qu'on finit par abandonner le métier, comme pour les infirmières qui n'en peuvent plus de travailler la nuit, qui sont épuisées, qui quittent le métier bien souvent. Il y a des problèmes qui peuvent venir du marché, hein, des clients qui demandent des choses qui ne sont pas conformes au métier, des déplacements de la demande, de l'ingérence profane, les parents d'élèves qui viennent dire aux enseignants comment il faut expliquer les choses, comment il faut enseigner, ce qu'il faut enseigner aux enfants. Et donc, ça énerve beaucoup les enseignants. Il y a des tensions d'ordre politique, le New Public Management, hein, dans beaucoup de métiers de la fonction publique, que ce soit de la santé, de la culture, qui a mis en tension beaucoup de groupes professionnels parce qu'il a introduit des coupes budgétaires, des normes managériales qui ne sont pas les normes du métier, qui sont souvent contradictoires.
Il y a des suppressions de postes, il y a des dépérissements de métiers, des dévalorisations, comme les professeurs des écoles qui n'arrivent plus à recruter parce qu'on demande un bac+5 pour un salaire qui est à peine supérieur au SMIC. Il y a des tas de choses qui font que les professions voient leur culture, leur identité menacée. Et donc, ça a des conséquences diverses au plan personnel. On arrive à ne plus se reconnaître dans son métier, ne plus se reconnaître dans les tâches qui nous sont demandées, se demander si on va pouvoir continuer. Il y a la perte de sens du métier, potentiellement, selon le livre de Thomas Coutreau et Coralie Pérez, hein, le sens au travail. Il y a des formes de souffrance. Bon, là, je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez mieux que moi ces situations-là. Aux États-Unis, on en parlait tout à l'heure, mais aussi en France, hein, ce n'est pas qu'aux États-Unis que ça se passe, même si c'est sous des formes sans doute moins ouvertes. Il y a au plan personnel des formes de vulnérabilité qui ne mettent pas en cause l'identité collective, mais des situations particulières, des configurations locales dans lesquelles la situation devient intenable, soit parce qu'on est confronté à des problèmes d'emploi, des problèmes de harcèlement, des contextes qui sont délétères, il y a de mauvaises relations, des tensions entre le travail et le hors-travail. On n'arrive pas à s'impliquer autant qu'il faudrait parce qu'on a des problèmes dans la famille, on a les enfants qui sont en période de crise, qui demandent de l'attention et donc il faut être présent. Il y a des effets de vieillissement, on n'a plus le même enthousiasme, la même énergie qu'on avait quand on était débutant. Et pourtant, le métier demande toujours de l'enthousiasme et de l'énergie ou de la force. Si vous êtes sportif, ben ça, à 30 ans, vous êtes vieux. Hein, donc, il y a des métiers comme ça où l'effet de vieillissement est fatal, en quelque sorte, hein, oblige à sortir du métier. Il y a de l'usure professionnelle, il y a du dépérissement de la passion, hein, tout simplement. Donc, il y a des tas de choses qui se passent hein, dans l'identité professionnelle, mais même quand il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de problème conjoncturel, ni au niveau collectif ni individuel, il faut comprendre que l'identité professionnelle est un jeu de tension. Hein, c'est ça qui est capital. Une tension est donc aussi un jeu de transaction, une articulation de transactions. Et donc, c'est quelque chose qui est à la fois hétérogène, ces transactions, hétérogènes mais inséparables. On ne peut pas concevoir l'une sans l'autre. Il y a une transaction qu'on peut appeler subjective, donc c'est la transaction avec soi-même, c'est se demander qui on est, qui on veut être, c'est la transaction biographique, hein, ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut faire de sa vie, le jugement qu'on porte, le regard qu'on porte sur la trajectoire qu'on a eue. Est-ce qu'on se dit, bon, jusqu'ici, ça s'est bien passé, je souhaite que ça dure, je veux passer à la vitesse supérieure, je vais faire des projets de promotion, d'évolution de carrière, ou bien est-ce qu'on se dit, ça suffit maintenant, je n'ai pas été traité correctement, j'en ai marre, ça ne peut pas durer. Donc, on a comme ça des délibérations avec soi-même qui vont se formuler en termes de prétention, de revendication, d'engagement. Je veux faire telle chose, je veux obtenir telle chose, je veux m'engager dans une logique, une perspective. Et donc, ça se traduit par des prétentions, des revendications d'identité. Je suis capable d'être chef, d'être responsable, d'être directeur, directrice de la bibliothèque. Je suis capable de quelque chose. Et la grande question sera de convaincre autrui que tel est le cas. Et donc, d'un côté, on a des transactions subjectives qui vont se polariser autour d'une thématique de la continuité ou la rupture. Finalement, je continue, je veux continuer, ou bien je ne veux pas que ça continue, il faut que ça s'arrête, il faut que ça aille plus loin, ou je ne veux pas que ça aille plus loin. Ça se construit finalement autour de cette thématique. Et de l'autre côté, on a une transaction avec autrui, une transaction dite objective, qui est la relation avec les autrui significatifs, qui vont en quelque sorte valider, sanctionner les prétentions qu'on a, ou bien les invalider, reconnaître ou ne pas reconnaître. Si vous dites « je peux devenir cadre, je suis capable
d'être cadre, et ben, le chef va dire, ou le conseil, ou une organisation va dire, bah oui, on vous reconnaît capable d'être cadre, on pense que vous pouvez le faire, ou au contraire va dire, ben non, vous pensez que vous pouvez, mais nous on pense pas, on n'est pas d'accord. Donc c'est une transaction avec autrui, hein, et pas seulement avec soi-même, dans laquelle il va se passer des négociations, des marchandages, des évaluations, des rétributions de l'engagement, hein, se négocient des rétributions. Et donc, c'est aussi, dit Saint-Saulieu, l'identité au travail, c'est une confrontation avec le pouvoir, hein. Il y a ce qu'on veut et il y a quelqu'un qui tient le pouvoir et qui permet qu'on fasse ou ne fasse pas ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, hein. Il va ouvrir les portes ou va les fermer. Et donc, l'identité, c'est la confrontation avec le pouvoir. C'est un côté hegelien, hein. Est-ce qu'on se laisse écraser ou bien est-ce qu'on résiste, et sous quelle forme? Est-ce qu'on ruse avec? Est-ce qu'on essaie de faire avec? C'est ça aussi, hein, l'identité, l'affirmation de soi. Alors, on existe, on n'est pas tout à fait rien, on n'est pas si négligeable que ça face au pouvoir, éventuellement. Et donc, ces deux formes, continuité, rupture, et reconnaissance, non-reconnaissance, s'articulent, se croisent, se combinent dans 4 formes identitaires, 4 cas de figure typiques. C'est soit ce que Claude Dubar, qui a théorisé, hein, ce schéma-là, Claude Dubar appelait l'identité de métier. C'est quelqu'un qui pense que ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour lui. Ce qui est bon pour la bibliothèque est bon pour moi. Donc, je m'implique et je suis récompensé. Et donc, je veux continuer, puisque ça marche bien. Tout ce que je veux, continuer à m'impliquer et à recevoir des récompenses, puisque je suis reconnu. L'identité de réseau, c'est je suis reconnu, mais moi, je ne veux pas rester. Je veux changer de lieu de travail. Je veux avoir une promotion, je veux aller ailleurs, je veux aller dans un établissement plus grand, plus prestigieux. Au contraire, je veux aller plus près de chez moi, même si c'est moins prestigieux, même si je gagne moins, mais j'en ai marre de faire des trajets, de faire du trajet de train, de voiture. Enfin, en tout cas, il y a un désir de bouger. Et donc, pour bouger, il faut savoir où aller. Et pour savoir où aller, il faut un réseau, il faut un carnet d'adresses. Et donc, c'est une identité qui se projette dans son réseau, hein, dans ses relations, plus que dans l'entreprise elle-même, hein, son espace d'identification. Ce n'est pas le lieu de travail, ce n'est pas la communauté de travail, c'est son réseau, hein, c'est les autrui avec qui elle peut construire la suite de son avenir. Il y a le cas où on est dans une identité qui est appelée éventuellement catégorielle. C'est les gens qui veulent continuer dans leur spécialité, hein, ils ont une conception un peu étroite, très précise. C'est des informaticiens dans un type de logiciel, un type de langage, un type d'outil, et ils ne veulent pas changer, ils veulent rester dans celui-là. Mais l'entreprise veut qu'ils soient plus polyvalents. Et donc, en fait, ils sont en conflit avec l'employeur parce qu'on leur demande de la polyvalence, on leur demande de faire d'autres choses, et eux, ils veulent faire la même chose, hein. Ils veulent s'impliquer, mais seulement dans leur domaine. Ils veulent bien se former, mais seulement dans leur spécialité, et pas dans des formations généralistes. Et donc, il y a non-reconnaissance de l'identité spécialisée, hein, qu'ils souhaitent garder, mais qui n'est pas reconnue. Et puis, il y a le cas où, mais il y a quand même continuité parce qu'ils ne sont pas exclus pour autant, puisqu'ils sont reconnus comme des professionnels. Et il y a le cas de l'identité hors travail, l'identité de retrait, où on a peur d'être exclu parce qu'on est peu qualifié, on est peu apte à suivre des formations parce qu'on est précisément peu qualifié et puis on n'a pas envie. L'école ne s'est pas bien passée, on n'a pas envie de revenir à l'école et de revivre l'échec scolaire qu'on a déjà eu quand on était enfant. Donc, on ne veut pas de formation continue et le DRH voit quelqu'un qui ne veut pas aller en formation, qui est peu qualifié, qui est peu adaptable. Et donc, il va se retrouver dans les charrettes de licenciement, souvent dans les premières places. Mais ça peut concerner d'autres formes d'identité. Ça peut être l'identité qui est basée sur la famille. Et donc, c'est d'abord une identité de mère de famille ou de celle de l'immigré qui est venu travailler en France pour nourrir sa famille, pour envoyer de l'argent à sa famille. Donc son identité, elle est au pays, elle est dans la famille, elle n'est pas prioritairement au travail. Et le rapport au travail est plus instrumental. C'est pour gagner sa vie, c'est nécessaire, mais son identité n'est pas fortement impliquée sur le lieu de travail. Donc c'est une identité hors travail, une identité de retrait, là aussi. Donc il y a plusieurs variables, hein. On pourrait citer le cas des jeunes aussi, pour qui ce qui compte, c'est la fièvre du samedi soir, aller en discothèque, aller danser, aller s'amuser,
s'amuser. Et donc, acheter des motos, des voitures, dépenser beaucoup d'argent. Et donc, c'est hors travail que ça se passe et pas dans le travail. Donc, il y a plusieurs sortes d'identités. Chacune des formes identitaires est confrontée à des logiques qui peuvent être favorables ou défavorables selon les politiques de l'entreprise, les politiques publiques, selon les contextes. Même l'identité d'entreprise qui paraît être la plus, disons, la plus conforme aux attentes de l'entreprise, en fait, il y a des moments où les entreprises changent de stratégie et trouvent très collants les gens qui s'identifient à l'entreprise. Elles voudraient des gens plus nomades, plus autonomes. Et donc, finalement, ils se font un peu avoir parce qu'ils s'identifient trop à l'entreprise. Et puis il y a des formes d'accès qui sont difficiles à l'identité d'entreprise parce qu'il faut être tout le temps mobilisé, il faut être tout le temps disponible, et donc ça peut être incompatible avec une autre vie à l'extérieur, avec une vie familiale, avec le fait d'avoir des enfants. Bref, c'est souvent compliqué et conjoncturel. Alors je m'arrêterai là en disant que l'identité, donc même en temps normal, c'est des ajustements, parce qu'il n'y a pas de raison pour que ce que autrui attend de soi, ce qu'autrui pense qu'on est, corresponde exactement avec ce qu'on pense soi-même qu'on est. Et donc, il y a des moments où ça peut coller, c'est pas trop loin, et il y a des moments où il va y avoir des changements qui font que ça se désajuste. Et donc, c'est pas quelque chose qui va de soi, c'est pas quelque chose qui est stable. L'identité n'est pas une essence, une permanence dans le même être, idem. L'étymologie ferait tromper. L'identité, c'est une construction, c'est un processus, un ajustement, une adaptation entre ces deux dimensions de la transaction. Et finalement, ce qui la rend intéressante, c'est que l'identité se révèle dans les situations de crise. C'est là où ça va pas bien, là où c'est pas évident, que finalement les choses essentielles apparaissent. Ce qui est essentiel pour soi, on est obligé de se poser la question, qu'est-ce qui compte vraiment, qui est-ce qu'on est vraiment, et qu'est-ce qu'on veut réellement. Et donc c'est dans les situations de crise qu'on prend des décisions qui vont avoir des conséquences identitaires fortes. On va devenir quelqu'un d'autre, on va se réorienter, on va devenir quelqu'un d'autre sur le plan professionnel. Et donc, la crise révèle les identités et réciproquement, l'entrée par l'identité, l'interrogation sur des formes identitaires de ce qu'on prétend être, ce qu'on voudrait être, ce sur quoi on est en débat, en contradiction, en conflit avec autrui, avec la direction, avec la hiérarchie, sur ce qu'on est, sur ce qu'on n'est pas. C'est très révélateur du groupe professionnel, du moment où il en est, de la situation dans laquelle il se trouve, de ce qu'il peut devenir. Donc l'entrée par l'identité est une clé importante pour comprendre les logiques professionnelles, les dynamiques professionnelles. Donc voilà, je m'arrêterai là. J'espère que ça vous aura paru utile et intéressant. Merci. On a un petit moment pour prendre quelques questions. Si jamais. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je me demandais en fait, par rapport à tout votre discours sur la construction des différentes formes d'identité, comment ça peut être mis en lien aussi dans le monde professionnel avec la construction et l'importance de la réputation. Je pense à ça parce que par rapport aussi à les travaux de Benoît Coquart sur les différentes formes de réputation selon les classes, et je m'interroge en fait sur sa valeur, son importance ou sa construction dans les différents milieux professionnels sur lesquels vous avez pu travailler. Alors la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est les travaux de Chauvin sur la réputation des vins. Qui travaillent donc sur les œnologues, qui sont à la fois les experts de la fabrication de la réputation d'un vin, mais qui fabriquent aussi leur propre réputation. Et donc finalement, la qualité d'un vin est un peu présumée à partir de l'œnologue dans le milieu professionnel, de la notoriété de l'œnologue qui l'a fabriqué. Donc il y a effectivement un marché des réputations professionnelles. On peut dire que chaque profession a une espèce de
de marché des réputations dans lequel on essaie de se placer les uns et les autres. Dans le marché scientifique, par exemple, on se positionne, on fait sa réputation par les publications, par les actes publics de conformité à ce qui est attendu du chercheur. Dans d'autres métiers, on va faire sa réputation par le chiffre d'affaires, dans les métiers du commerce. Donc, il y a toute une déclinaison des moyens de produire une réputation. Mais on peut dire que la réputation est un critère commun de hiérarchie, de prestige professionnel, et qui va se retrouver sous diverses formes, avec peut-être ce fait que les professionnels justement revendiquent d'avoir des critères de réputation différents du profane. Donc c'était notamment Howard Baker qui a travaillé sur les musiciens de jazz, et donc le fait que les musiciens sont persuadés que les profanes ne connaissent rien à la musique, les goûts des profanes sont nuls, sont médiocres, sont incompétents, et donc seuls les professionnels peuvent juger de la qualité de la musique. Et donc la réputation des professionnels, c'est que si vous êtes populaire chez les profanes, c'est que vous êtes nul. Donc, il y a comme ça des rapports entre les réputations sur une scène, la scène profane, et la réputation sur la scène professionnelle, qui peut être exactement l'inverse. Mais les milieux professionnels ont tous, en général, un niveau de réputation. Donc, je vous parlais tout à l'heure des réputations des écoles, ou des réputations des établissements dans lesquels on travaille. Donc j'imagine que c'est des choses qui parlent pour vous. Il y a les réputations des bibliothèques, et ça produit des effets. Il y a des lieux où travailler est un symbole déjà d'appartenance à l'élite. Je disais tout à l'heure, y être, c'est en être. Par exemple, ça existe aussi dans les cabinets de consultants. Si vous travaillez dans les cabinets de consultants les plus élitistes, c'est que vous êtes parmi les meilleurs de la profession. Vous êtes réputé faire partie des meilleurs. Donc il y a comme ça on pourrait dire tout un ensemble de stratégies de construction de réputation qui sont propres à chaque profession, mais qui ont cette particularité commune de s'opposer souvent aux critères des profanes. Sauf dans des milieux qui seraient particulièrement sensibles à la quantité. Ça peut être dans la télé, par exemple, être populaire. C'est un critère de réputation parce qu'on mesure l'audience, mais c'est propre au milieu de la télévision. Dans d'autres milieux, ça va être le contraire. Et parfois, il y a des conflits de réputation, donc, comme je le disais tout à l'heure. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question qui concerne la tension qui peut exister éventuellement chez certaines personnes entre l'identité professionnelle dans leur métier et leur identité de manager, qui est en soi liée à leur métier, mais qui n'est pas forcément avec les mêmes tâches, avec les mêmes valeurs, les mêmes conceptions des choses. Et du coup, comment ça peut être vécu, comment il peut y avoir des adaptations par rapport à ça, à ces espèces de deux tensions professionnelles, deux identités professionnelles qui peuvent être en tension, en accord, etc. Oui, absolument. Merci pour cette question qui est très pertinente. Enfin, si, par exemple, il y avait des cadres de santé, ils vous diraient que c'est exactement la définition de leur situation. C'est leur problème, en quelque sorte, d'être à la fois des professionnels de santé. Tous les cadres de santé ont été des professionnels de la santé, en général dans ce qu'on appelle les auxiliaires de la médecine, les infirmières, les kinés, tous ces métiers. Et donc, il faut être passé par les professions de santé pour devenir cadre de santé. Donc, il va y avoir un conflit entre l'identité de métier et l'identité de manager. Et la tendance actuelle de la résolution du problème, c'est que les IFSI, les instituts de formation pour les infirmières et puis pour ceux des cadres, on introduit une espèce d'identité managériale, on conditionne à devenir des managers et à effacer l'identité professionnelle. On essaie de faire oublier, parce que sinon ils seraient trop solidaires des soignants et pas assez solidaires de la hiérarchie, de la direction. Donc c'est par la socialisation
qu'on tente de résoudre, mais ça au niveau, je veux dire, politique, hein, de résoudre la contradiction. Mais ça n'empêche pas que les personnes sont confrontées très directement à cette contradiction. C'est le cas général aussi de ce qu'on appelle les managers de proximité, hein, les petits cadres, notamment par exemple les cadres de proximité à EDF ou à la SNCF, qui étaient d'anciennes entreprises publiques. Et donc, c'est des professionnels du métier, des cheminots, des électriciens, qui sont montés en grade et on leur demande de gérer en fonction de la politique de l'entreprise qui est décidée en haut lieu, et donc de traiter leurs collègues, leurs anciens collègues, de manière qui peuvent les gêner, qui peuvent les choquer, de leur demander de faire des choses contraires justement au métier. Et donc, ils sont dans un conflit identitaire tout à fait clair. Et souvent, ils sont d'ailleurs en conflit avec la hiérarchie. On a typiquement dans ces entreprises-là des cadres à la CGT qui participent aux grèves, alors que bon, dans d'autres entreprises, c'est beaucoup plus rare, parce qu'il y a cette identification au métier, aux collègues, qui font qu'on va entrer en conflit avec les orientations. Alors là, c'est la question du public et du privé. C'était des gens du service public qui sont conduits à se comporter selon les normes d'une entreprise privée, et donc ils restent avec les valeurs du public et ils entrent en contradiction avec la direction de l'entreprise, bien qu'ils soient cadres. Donc c'est des managers en tension, effectivement. Merci. On va devoir s'arrêter là pour passer à la deuxième Merci à vous. intervention.